What is up, family? We have another Patreon request. We got Lake Magentic Disaster. Analysis and explanations. I got a feeling this is going to be in English. I might be wrong. Salut, aujourd'hui. Bon, I have a feeling that I am wrong. Okay, well, I don't know what happened. Puis nous allons parler de ce qui a transformé ça en ça. Yeah. Ouais, ça c'était one catastrophe. Il y a plus de centre-ville, là. Il est complètement en feu. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! La tragique catastrophe ferroviaire de lac Mégantic, qui a eu lieu le 6 juillet 2013. Cette catastrophe a causé la mort de 47 personnes et a été une des pires catastrophes ferroviaires de l'histoire du Canada. And I wouldn't be shocked if many more people got some sort of cancer. Ce terrible drame est intéressant car il est en fait assez similaire avec une catastrophe récente arrivée en Grèce et dont je vous ai fait une analyse sur cette vidéo. Ça s'est passé il y a 10 ans, à un peu plus de 5000 km d'ici, dans un système ferroviaire qui n'a pas grand chose de commun avec ce qu'on connaît en Europe. Alors pardonnez-moi si je fais quelques raccourcis ou imprécisions, les viewers québécois corrigeront. Un peu de contexte pour comprendre. Lac Mégantic est une petite ville située dans la province de Québec, au Canada. Elle est située sur une ligne de chemin de fer qui relie les États-Unis à l'est du Canada. Cette ligne de chemin de fer est utilisée pour transporter principalement du pétrole brut. La région est depuis longtemps associée à l'industrie ferroviaire. Le chemin de fer a été longtemps un élément clé du développement économique de la région, et ça depuis le début du XXe siècle. La ville de Lac Mégantic était autrefois un important centre ferroviaire, avec des ateliers de réparation et des installations de triage. Cependant, avec la baisse de l'industrie ferroviaire, la ville a vu son importance diminuer. Dans les années 90, les ateliers ont été fermés, les installations de triage ont été abandonnées. Cela a eu un impact économique important sur la ville et ses habitants. Mais au début des années 2000, suite à différents conflits dans le monde, des pays souhaitent réduire leur dépendance au pétrole du Moyen-Orient. Et il se trouve que le Canada dispose de vastes territoires de sable bitumineux. Les sables bitumineux sont un mélange de sable, d'argile, d'eau et de pétrole. Or, à l'état naturel, ce pétrole est très lourd et ne coule pas dans des conditions normales. On appelle bitume ce pétrole très lourd. Imaginez un grain de sable entouré de couches d'eau. Le pétrole est pris entre les grains de sable. Les sables bitumineux du Canada représentent un des plus gros gisements pétroliers au monde, dont presque la totalité se trouve dans la forêt boréale du nord de l'Alberta. Bien avant que ces sables ne soient identifiés en tant que source énergétique, les Premières Nations utilisaient ces sables pour assurer l'étanchéité de leurs canaux. La production va alors exploser. Plus un seul arbre, plus une seule racine. Les machines rabotent la surface. C'est une mine à ciel ouvert, une mine de pétrole. Et le besoin de transport de masse de cet or noir va faire revivre des lignes abandonnées. Autant dire que les petites villes du coin voyaient le retour du train avec joie. Holy crap! C'est beaucoup de voitures. Do you guys call them cars too? C'est pas, mais holy how many engines are pulling this? Niveau relief, ce n'est pas plat. La ligne concernée accuse un dénivelé de plus de 150 mètres. Et pour un train, ce n'est pas anodin. Côté organisation, le ferroviaire canadien est bien différent de ce qu'on connaît en Europe. Contrairement à ce qui se fait en Europe, au Canada, c'est comme aux USA. Les compagnies exploitent les trains, mais sont aussi propriétaires des lignes. Il y a donc différents opérateurs ferroviaires qui sont parfois aussi gestionnaires de réseau. Ouais. Au-dessus, il y a une autorité de contrôle, autorité d'État, Transport Canada. C'est un ministère des Transports du gouvernement fédéral canadien. Pour simplifier, ce sont un peu eux, les gendarmes du rail, là-bas. Les chemins de fer font partie intégrante du réseau de transport du Canada.
À Transport Canada, nous élaborons et appliquons la réglementation qui contribue à rendre le réseau ferroviaire du Canada sécuritaire, sûr, efficace et respectueux de l'environnement. Comme nous sommes responsables de 43 000 km de voies ferrées, nous sommes continuellement en train de vérifier que les compagnies de chemin de fer inspectent, mettent à l'essai et entretiennent leur matériel. Now, I don't think it was a track problem, right? I think the guy was just going too fast. He just had too much weight and he was going way too fast and he couldn't slow down in time. Right? I think he unless it actually derailed, but we'll find out. Même si la responsabilité de la sécurité revient aux compagnies de chemin de fer, nos inspecteurs collaborent avec l'industrie pour promouvoir le respect des lois et des règlements. Nous aidons également les compagnies de chemin de fer à cerner et à atténuer les risques avant qu'ils ne posent problème. Ce ne sont là que quelques moyens que nous prenons pour maintenir le réseau ferroviaire du Canada sur la bonne voie. Voilà, maintenant que vous avez tout ça en tête, passons à la catastrophe en elle-même. Le train concerné est opéré par la compagnie MMA, Montréal Main and Atlantic Railway. Il faut savoir que cette compagnie a, entre autres, initié une nouvelle règle, la conduite à agent seul, là où tous les autres conduisent à 2 agents. Je souligne ce fait car il témoigne d'une volonté globale d'abaissement des coûts, volonté que l'enquête mettra en lumière à tout niveau concernant cette compagnie. Car si Isn't that weird? See, I don't like that. I don't like that because I used to be into hobby, into trains, into hobby trains, into what were they called? I'm trying to remember the scale that I used to love. I think it was H something. Son of a bitch. I can't remember anything anymore. Man, wait till you guys get older. It's going to suck. I promise you. But anyway, this is a disgrace. You're putting a caboose in between 2 engines? What? That's just a disgrace. I don't like it. That's terrible. The caboose goes in the back. Everybody knows that. Well, now they don't even use the caboose anymore, but still, the caboose don't belong there. Anyway, 1, 2, 3, 4, 5, 6 engines. Si la conduite à agent seul est la norme dans beaucoup de pays européens, il faut bien se rendre compte que ce sont des systèmes ferroviaires qui n'ont rien à voir. Là-bas, tout est énorme et l'organisation est très différente. Si chez nous, on peut imaginer un train de fret de 800 mètres avec un seul agent, on ne le ferait pas avec un train de plusieurs kilomètres où le conducteur s'occupe de tout, depuis la formation du train jusqu'aux essais des freins. Ça, c'est fou. It's crazy. On y reviendra. Le convoi allait de Newtown, dans le Dakota du Nord, où se trouvent de nombreux champs pétrolifères, jusqu'à Saint John, dans le New Brunswick, où se trouve une raffinerie. La voie passe au cœur des villes, et s'il a bien été envisagé de créer un contournement à une époque, rien n'a été fait, car c'est trop cher. Le 5 juillet 2013, vers 22h50, le train arrive à Nantes. Alors oui, moi aussi j'ai bugué quand, il y a 10 ans, j'ai lu des articles sur une énorme catastrophe ferroviaire à Nantes. Vu que je suis dans le ferroviaire à Nantes et que je n'étais au courant de rien. Bon, il se trouve qu'il y a un Nantes aussi au Québec et que c'est de celui-là dont on parle ici. Donc notre train est garé là pour la nuit. Ce n'est pas un train de gamin. 7,7 millions de litres de pétrole brut dans 72 wagons-citernes. En tête, 5 locomotives. Je le disais, ce n'est pas plat, donc il faut de la puissance. Ça nous donne donc un beau bébé de 1,5 km de long. Pour rappel, en France, un train de pétrole, c'est en moyenne 20 à 30 wagons, pour 3000 à 4000 tonnes. Donc ridicule en comparaison du train dont il est question ici. Le train est garé pour la nuit, et il sera repris par un autre conducteur plus tard. Il y a 2 voies à Nantes, une principale et une voie d'évitement. La voie d'évitement dispose d'un système dérailleur qui permet de stopper toute dérive éventuelle. I got a feeling speed wasn't the problem.
Ah. Mais la voie principale n'en a pas, et le train est garé sur la voie principale. Dans la plupart des réseaux ferroviaires, on ne gare pas sur principale, car ça doit rester une voie de passage. Elle n'est donc pas équipée pour bloquer les trains. Mais la MMA avait déjà un autre train garé sur la voie d'évitement, et ne s'embarrassait pas des contraintes comme ça. Le conducteur était bien content d'arriver là, car le trajet n'avait pas été simple. Une des locomotives, celle de tête, s'était mise à faire des bruits étranges. Crachait l'huile, fumait salement, et il avait eu peur qu'elle lâche en route. On apprendra plus tard qu'elle avait des problèmes depuis 8 mois, et qu'au lieu de la réparer, la société avait fait un bidouillage à coups de... But they put a band-aid on it. Ah, ils ont mis un bandage. Ben, c'est bien. Ça marche toujours. When you just put a band-aid on it, always works. résine époxy pour maintenir des pièces du moteur ensemble, en espérant que ça tienne. Le conducteur allait passer la nuit dans un hôtel et laisser là son train. Et au Canada, la pratique veut qu'on laisse le train en marche, moteur tournant, pour alimenter les freins en air. Donc il éteint 4 des 5 locomotives et laisse celle de tête tourner. Pour rappel, le freinage d'un train fonctionne à l'air et en pression, de façon à ce que s'il n'y en a plus, pour n'importe quelle raison, le train freine seul avec un système mécanique de ressort qui prend le relais de l'air. Mais ça, c'est le frein automatique. Un autre frein existe, beaucoup moins sécuritaire, le frein direct. Il freine que les locomotives et est très souple d'utilisation. On envoie de l'air dans un piston, le piston pousse les semelles de frein contre les roues, et voilà. La pression est transmise à 2 autres pistons Hey, I know this guy. I haven't seen one of his videos in forever. But yeah, he's really good too. qui, sous l'effet de la force, déplacent des mâchoires qui viennent serrer un disque. Mais il n'est pas sécuritaire, car il suffit d'une rupture dans l'alimentation en air et les freins se desserrent. Le problème, c'est que pour freiner, je suis obligé de développer un effort. Là-bas, il est jumelé avec des réservoirs d'air, afin de le rendre un peu plus sécuritaire. Dunkin' Donuts. Mais pas de système automatique en cas de manque d'air. Ce frein est utilisé uniquement quand le conducteur est en cabine chez nous. Donc ici, le conducteur va serrer les freins directs, isoler le poste de conduite et laisser ça comme ça. Là-bas, la norme, c'est de serrer les freins à main des wagons en plus, car ce n'est pas plat. Le frein à main, qu'on nomme frein à vis, c'est un volant sur chaque wagon. On le tourne et ça serre le frein, mécaniquement. Le nombre à serrer est fonction de la pente de la voie et de la masse du train. La norme MMA dit que pour ce train, il faut en serrer 9. Les plus sécuritaires conseillent d'en serrer bien plus. Le conducteur, ce soir-là, n'en serre que 7. Cette faute trouve ses causes I mean, I knew it was going to be human error. Je crois tout le monde sait ça. As soon as you see a video like this, 9 out of 10 times is human error. dans le management même de la sécurité au sein de la société MMA. Pas ou peu de management de la sécurité. Faut que ça roule, faut que ça gagne de l'argent. Ils ont déconné 2 fois déjà. Okay? They put a bandage on the engine, and they only did 7 cars instead of 9. Et ça, rapidement. La dérive réglementaire est devenue habituelle. On n'avait rien. Une rail cassait. On n'avait pas pour la remplacer. Pire même, celui qui veut appliquer strictement la norme se fait reprendre par ses supérieurs. Le rapport d'enquête parlera, je cite, d'une faible culture de sécurité. Un comble pour une entreprise ferroviaire, domaine où la sécurité se doit d'être la Bible. On est en train d'accabler ce conducteur de tous les maux de la Terre, alors que ce n'est peut-être que la conséquence de toute une culture d'entreprise faite de négligence et de laisser-aller. Donc notre conducteur ne sert que 7 freins à main. Et ce sera bon comme ça. Mais la norme dit qu'un essai doit être fait. Il faut que les freins à main soient capables, à eux seuls, de retenir un train. Et il faut vérifier si tel est le cas. Donc on doit serrer les freins à main, réalimenter le frein à air pour simuler une réalimentation anormale et regarder si le train reste bien fixe sans bouger. Sauf que notre conducteur est seul, fatigué et comme d'habitude, il fait tout très vite. Ce soir-là, les freins à air des locomotives n'ont pas été desserrés pendant l'essai. Le train était donc retenu par l'effort jumelé des freins à main et des freins à air. Ceci a également donné l'impression erronée que les freins à main à eux seuls étaient suffisants. Il n'attend pas assez que l'air se propage dans tout le système de frein. Aussi
Are you telling me that this train is just going to all of a sudden just start moving all by itself? And that's it because it's already going downhill. Now, is this shit going to happen while the guy's not even there and he's sleeping? Wow. Les freins à air des locomotives sont demeurés serrés pendant l'essai, de sorte que le train était retenu par l'effort jumelé des freins à main et des freins à air. Le conducteur, satisfait de son essai, conclut à tort que le train est retenu par les freins à main, et donc que c'est bon. Il verrouille son poste de conduite et rejoint un taxi pour l'hôtel. Oh my God, so I got it. Wow. L'enquête prouvera que le conducteur n'avait pas respecté la norme MMA de serrer 9 wagons, mais que même avec ça, le train serait parti tout seul. Car d'après les calculs, vu la masse du train et la pente de la voie, il fallait en serrer entre 17 et 26, là où la norme MMA parlait de 9. Sauf que ça demande du temps. Cheminer le long du train, serrer le soir, faire l'inverse le lendemain. Et le temps, c'est de l'argent. Aussi, la société MMA avait The only thing anyone gives a shit about. L'argent. réduit cette norme à 9. Alors je résume la situation pour être bien clair. Voie en pente, pas de système de dérailleur, locomotive serrée au frein direct, et elle et quelques wagons au frein à main en plus. Locomotive de tête laissée en marche pour alimenter en air, mais moteur pas du tout en forme. Vous voyez la catastrophe arriver ? Oui. Ça va vraiment mal tourner. Oui. Ça ne fait pas bien longtemps que le taxi est parti avec le conducteur du train, quand une voiture passe sur la route à côté du train et voit des flammes sortir de la locomotive de tête. Vite, les pompiers. Lorsqu'ils arrivent, ils constatent l'incendie et appliquent leur procédure prévue pour les feux sur véhicule. They cut the engine off and there goes your air brakes. Couper le moteur. À cet effet, les locomotives là-bas ont un gros bouton à l'extérieur où il suffit d'appuyer pour tout couper. C'est d'ailleurs sur ce bouton-là que la police tentera de tirer dans le film Unstoppable. Voir ma vidéo sur ce film. Yes, good movie. Une fois le moteur éteint, ils viennent à bout de l'incendie. Ils avaient en même temps appelé la société MMA pour les aviser que leur train était en feu. Et au lieu de réveiller le conducteur pour qu'il aille sur place, la société a envoyé un agent de la voie. Sauf que le gars n'y connaît rien. C'est pas du tout son domaine. Il constate juste que le train n'est plus en feu et qu'il est arrêté. Tout ce beau monde repart et le train est là, seul, moteur arrêté. Sauf que plus de moteur veut dire plus de production d'air. Et les lentes fuites, normales sur des capacités d'air relativement faibles, vont faire que petit à petit, les freins pneumatiques vont se desserrer. Toutes les locomotives étant éteintes, le circuit de freinage à air a commencé à perdre de la pression et les freins sont graduellement devenus de moins en moins efficaces. Environ 1 heure plus tard, juste avant 1 heure du matin, la pression d'air a baissé à un point tel que l'effort jumelé des freins à air et des freins à main ne pouvait plus retenir le train. Le train a commencé à se déplacer sur la pente descendante et à rouler vers lac Mégantic sur une distance de 7000. C'est pour ça qu'on doit serrer en plus les freins à main. Mais il n'y en avait pas assez de serrés pour tenir seul le train. Petit à petit, le train se met à bouger, entraîné par sa masse. Environ 2 heures après son garage, le train se remet en route, seul. La pente est forte, la masse importante. Aussi, la vitesse progresse. Un des pompiers intervenus sur le train rentre chez lui à la fin de son service. Il est avec sa voiture à un passage à niveau dont les feux routiers clignotent, mais non équipé de barrières, comme souvent là-bas. Il attend, mais rien, pas de train. Et là, il fait ce qu'on ne doit pas faire. Il se dit que ce doit être une anomalie, et il traverse. À peine l'arrière de sa voiture dégage le PN, qu'il voit la masse sombre d'un train passer dans son rétro. Pas de bruit de moteur, pas de lumière, pas de sifflet du train. Il voit le train passer. Et il le reconnaît. Il comprend pas. Il devait rester là-bas toute la nuit. Il avait pris feu. Il alerte. Mais trop tard. Le train roule vers lac Mégantic. Yeah, think about it. Forget the movie Unstoppable. How do you stop a train when it picks up too much speed and it's this size and this weight? Nothing. I don't think anything could stop it. Nothing. Et plus rien ne pourra l'arrêter. Après avoir parcouru 11 km en dérive, il roule en entrée de ville à 105 km/h.
6 fois la vitesse normale d'un Oh my God. train à cet endroit. Les passages à niveau n'ont même plus le temps de se fermer. Rien ne peut l'arrêter, si ce n'est la voie. Une courbe à une bifurcation. Elle est limitée à 16 km/h et se situe en plein cœur de la ville. 66 wagons déraillent. Certains s'éventrent directement. Le produit transporté, hautement volatile, s'embrase immédiatement, entraînant une rivière de feu en plein centre-ville. 6 millions de litres de pétrole sont déversés. Le brasier est si intense que d'autres wagons vont exploser. La chaleur de l'incendie sera ressentie à plus de 2 km de là. Ça donne un peu l'ordre de grandeur de la catastrophe. Oh, ouais. Le pétrole en flammes coule partout, rentre dans les égouts et ressort plus loin sous forme de boules de feu, étendant encore l'incendie. Les pompiers sont venus de partout et ont découvert ce qu'ils ont qualifié de zone de guerre. Ils feront leur possible, allant jusqu'à réquisitionner des engins de chantier pour tenter de tirer les wagons qui n'étaient pas encore en flammes. Malgré tout, l'incendie brûla 2 jours complets. Tout ça en plein cœur d'une ville. On peut pas s'approcher trop proche parce que il y a vraiment beaucoup de chaleur ici aujourd'hui. C'est capoté. Fuck, man, ces absurdes. Calice. Qu'est-ce que je fais? Le train de gaz a pété en plein centre. Holy shit, I've never seen this footage. See, I knew the train was going too fast and derailed. I had no idea why and how it got to that. Now I do. 47 personnes perdront la vie dans cette catastrophe. Le centre-ville sera rasé. L'environnement, lui aussi, gravement touché par les 120 000 litres de pétrole qui coulèrent jusqu'à la rivière voisine. Le coût total de la catastrophe sera estimé à 1,5 milliard de dollars. Au-delà des causes directes que je viens d'exposer, on peut se demander comment on a pu en arriver là, à savoir Des cons. Oh, des cons. qu'une compagnie dérive totalement sur la sécurité. Money, money, money. Hurry up. Money. En cherchant un peu, on se rend compte que le patron de la MMA avait déjà racheté une ligne dans le Wisconsin avec les mêmes recettes. Négliger la voie et la formation des personnels, réduire drastiquement les équipes et rouler au maxi. Ça s'est terminé par une catastrophe en 1996, avec le déraillement d'un train pétrolier là aussi. Wow. Explosion à la clé et interdiction pour la société de continuer dans ces conditions. Les autorités attribuent l'accident au mauvais entretien des rails et à la formation inadéquate du personnel. Mais pourtant, bien que les autorités soient au courant de ça, ça ne l'empêchera pas de remonter une société quelques années plus tard, la MMA. On apprendra aussi que la certification du conducteur, grosso modo son permis de conduire, avait été validée 3 mois après la date de son expiration. Il faut savoir que pour conduire un train, il faut être formé initialement, mais aussi en continu pour entretenir les savoirs, et que tout ça donne lieu à des évaluations qui valident ou pas le maintien de la certification. Il a fait l'évaluation chez lui, 3 mois après la date, mais revalidée cependant. L'enquête révélera que c'était une pratique courante dans cette société, avec même parfois des évaluations à la maison sans journée de formation. Les questions posées étaient toujours les mêmes, et les corrections parfois fausses. Des points étaient attribués alors que la réponse était fausse. On se rendra compte que les autres membres du personnel de la MMA étaient traités de la même manière. La sécu coûte cher, on va faire autrement, on va s'arranger. La maintenance des locomotives n'en était pas, mais était du bricolage. La maintenance du réseau était elle aussi proche du zéro, d'après les témoignages des employés. De même, les subventions attribuées à MMA par le Québec pour rénover la voie avaient en fait été utilisées aux États-Unis par cette même société. Et je pourrais continuer comme ça pendant des lustres, tant les écarts sont nombreux, car on pouvait aussi parler de l'équipement du train, un seul agent, là où on en mettait 2, des wagons pas adaptés à transporter ce type de produit, le passif sécuritaire très chargé de la MMA. Mais que faisait la police ? Oui, car au-dessus de MMA, il y a TC, Transport Canada, la police du rail local. Mais ils n'avaient rien vu ? Au contraire. Là encore, nombreux sont les rapports qui alertent. Mais rien.
And then you got, innocent people just sleeping in your bed, minding your damn business. And you wake up to a ball of fire. Your entire town, everything around you is wrapped in fire. Isn't that lovely? Because of some morons. Il donnait une liste, et avec cette liste-là, on était supposé de réparer ce que Transport Canada nous donnait. Tellement con. Il nous la donnait, et on n'en faisait même pas le 8e. Mettons 6 mois après, il revenait, il refaisait une liste, puis ça recommençait de même. TC faisait des rapports qui terminaient au placard. Wow. Aussi, MMA a très vite compris que les menaces de TC n'étaient que du vent. TC pointait ce qui n'allait pas et donnait 6 mois à MMA pour revenir à la norme. MMA remettait un coup de peinture à droite à gauche et TC revenait, constatait que rien n'avait été fait ou presque et refaisait un rapport en donnant 6 mois pour revenir à la norme. Et ainsi de suite. Alors, c'est comme si vous dites toujours à MMA, Transport Canada, attention, je vais frapper. Mais comme ils savent que vous n'allez jamais le faire, ben on continue, pourquoi se gêner? Alors c'est que Transport Canada n'a pas de pouvoir répressif. Oh que si pourtant. Avec un large éventail allant de la simple lettre de non-conformité à l'ordre ministériel et même la poursuite pénale. Pour rappel, TC c'est directement le ministère des Transports. Mais alors pourquoi ont-ils laissé faire? Car il ne fallait pas entraver l'économie. Preuve est faite que visage dévot et pieuses actions nous servent à enrober de sucre le diable lui-même. Là où une des fonctions régaliennes d'un État est de protéger sa population, les décideurs politiques de l'époque ont estimé qu'il était plus intéressant de protéger leur économie que de se prémunir d'un éventuel risque ferroviaire qui n'intéressait personne. That's all big oil is about. That's all it's about. Profit. That's it. That's it. That's it, man. Et la vérité, c'est que quelque chose va très mal dans ce pays, n'est-ce pas? Le budget de l'État pour la sécurité ferroviaire avait été réduit de 20% en un an, car c'est bien connu, la sécurité ça coûte cher. La sécurité, que ce soit dans le monde ferroviaire ou ailleurs, a les pires défauts. Elle coûte tout en étant invisible. En effet, dans les pays développés, personne ne monte dans un train en se demandant s'il va arriver en vie. C'est juste la base. La sécurité, quand elle est bien pensée et bien appliquée... That's true. And do you think, passenger trains are well maintained and kept up to up to speed and everything is the way it should be? The checklists are checked and everything is checked and bullshit. You think because they go, oh, but these trains got passengers on them, we should really make sure they don't crash. I don't trust it. I wouldn't trust it. Est donc invisible. Tout marche normalement. Elle coûte très cher car il faut la faire vivre. Formation, mesures impactant la production, retrait des acteurs parfois, mais n'est palpable que dans les factures. Par contre, quand on veut la rogner et y faire des économies, alors elle devient visible de tous. Incident, accident. 1.5 billion. Today, that would be probably almost 3 trillion. 3 billion. And I want to see what the fine was. What the fine was that they got. It should have been like 100 billion. Should have been what they were fined. Because then it hurts your pocket. When you're, that's like, if I'm a billionaire and you say, oh, what you did is very bad, I'm going to fine you. That's like fining Elon Musk like $5 million. Elon, that was very bad what you did. I'm going to give you a fine. $5 million. Dude, that's like fining me 50 cents. It's disgusting. So I hope these son of a bitches got hit hard with fines. Catastrophe, décès. And every single person that died sued the shit out of this company for the deaths that they caused. I can't even imagine. La vie de la Sécu est cyclique, à hauteur de la mémoire humaine. Un accident ou une catastrophe, et alors tout le monde veut de la Sécu, et est prêt à en payer le coût. Puis bien vite, l'actu passe à autre chose. Et petit à petit, des vendeurs de rêves économiques, vendeurs de recettes ferroviaires miracles, arrivent, et expliquent qu'on peut faire pareil avec beaucoup moins. Tout ça se fait sur le temps long,
car le ferroviaire vit sur le temps long. La durée de vie des infras, des matériels, des compétences, des savoir-faire. Et en effet, les premières années, ça fonctionne. Ouais, presque plus rien en sécu et... Mais, I don't know, peut-être je suis fou, mais je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a dit 5. Et en effet, les premières années, ça fonctionne. Ouais, presque plus rien en sécu et ça roule. Car la sécu met du temps à se montrer. Le temps de l'usure. Assez logiquement, quelques années après, ce qui doit arriver arrive. Nouvelle catastrophe. La sécurité redevient visible. This is the one that I remember. This is the one I remember. Et on recommence le cycle. On recommence. Aujourd'hui, on vit sur le temps court. Tout s'enchaîne très vite. Et même cette vidéo commence à vous paraître bien trop longue. Pensez donc, beaucoup sont désormais Non, c'est pas trop long du tout. J'adore les vidéos comme ça. formatés à TikTok. Le monde en 1 minute. Le ferroviaire ne sait pas, ne connaît pas le temps court. Il est très mal adapté à nos zappings permanents. La sécurité ne connaît pas le temps court. Nous sommes de moins en moins adaptés à elle. Alors oui, c'est arrivé et ça arrivera encore. Et quelqu'un fera une vidéo pour expliquer les causes. Until one day, everybody realizes you don't fucking need oil anymore. There's other ways to produce energy. Oil, I mean, it's almost, come on, man. We're deep into the year 2000, deep. Almost 2030 is coming up soon. And we're still relying on oil. I mean, something's wrong with that, right? You know damn well, and everybody knows this, oil can definitely, you can get rid of oil. You don't need it. But you tell that to the big billionaires, the big money, the top 3%. You tell them, we're going to stop using your oil. We don't need it no more. Good luck. Et le cycle recommencera. Encore. Ah oui, bien sûr. L'humain est stupide et n'a pas de mémoire. Cette vidéo n'a qu'un but. You're damn right, bro. You are damn right. Humanity is stupid and has terrible memory. Retarder pour vous, comme pour moi, le moment où on aura oublié que la sécurité doit rester invisible. Allez, tchou-tchou. Look at that shit. Just look at that shit. Wow. Great video, though. Great video. You know. Did we learn anything from here? No, we didn't. We knew it was going to be human error. We knew it was going to involve money. We knew lots of people were going to suffer because of incompetence. And we knew this is not the last time we see this shit happen. We all knew that before we hit play. Mais, comme il a dit, rien va changer. Parce qu'on est con et on oublie tout. Et le premier truc dans le cerveau, c'est l'argent. Beaucoup de l'argent. And I don't give a shit about who's going to die as long as I make money. C'est triste. Mais oui, c'est un désastre. I did not know about this accident in Canada. It was Ohio was the one I was remembering in my head. I mean, I'm sure it was on the news, believe me, the one in Canada. But I don't know. I don't know what I was doing back then. I don't know. Anyway, good video. Et maintenant, on continue avec la prochaine. Take care. Bonne nuit.